Retour de midi. Mahmoud Erdissi, bienvenue au studio 1. Merci, c'est Hatem. Merci pour l'invitation et bonjour. Voilà, nous allons parler de ce projet qui vous tient à cœur et de ce chantier dans lequel vous vous êtes engagé, des travaux d'Hercule en quelque sorte. Il s'agit de la restauration du palais Ahmed Bey à la Marsa et c'est un chantier sur lequel vous êtes depuis plusieurs années. Oui, absolument. Depuis 2020, je suis sur ce projet et ça n'a pas été difficile, enfin facile plutôt. Donc maintenant, je suis à ma 5e année, mais entre-temps, il fallait attendre les autorisations et ce qu'il faut pour entamer ce projet dans les règles de l'art. Voilà. Alors, commençons par le début. Ce palais se nomme Ahmed Bey, mais il y a eu 2 Ahmed Bey au moins. Oui, il y a eu Ahmed Bey Ier, le réformateur. Parce que le palais, il y a une affiche, une mu'alqa en arabe, on dit, une stèle ou quelque chose en marbre, où c'est gravé dessus 1764. 1764. Donc je pense que 1764, c'était au temps de Ali Bey Ier. Donc, mais après, je ne sais pas, est devenu Ahmed Bey Ier est passé par là. Ahmed Bey Ier, c'est le réformateur. C'est celui qui a aboli l'esclavage en 46 avant la France et les États-Unis. Celui qui a créé l'école militaire du Bardo. Celui qui a donné une parcelle de terrain à la cathédrale de Saint-Louis à Carthage. Et je pense qu'il a donné le coup d'envoi aussi. Celui qui a voyagé en Europe, en France et spécialement à Paris pour voir le roi Philippe avec son conseiller le comte Giuseppe Raffo, et là il a découvert pas mal de choses. Donc en rentrant en Tunisie, il y a eu beaucoup de réformes et c'est en 40, je pense qu'en 40 il a été promu Mouchir, maréchal, par le sultan ottoman. Par le sultan ottoman, c'est maréchal Mouchir aussi. Est-ce pour autant, lui, le fondateur du palais? Le palais est passé entre ses mains et c'est lui qui l'a donné au comte Giuseppe Raffo, son conseiller, son principal conseiller, qui est devenu après notre ministre des Affaires étrangères. Donc, Giuseppe Raffo a pris le palais d'Ahmed Bey Ier. Il l'a un peu italianisé en architecture. On voit la façade qu'elle est un peu italienne, ressemble un peu italienne. L'intérieur aussi, tout en étant oriental et plutôt arabe. Ouais. Et Raffo a vécu là-bas, il a reçu des personnalités. J'ai beaucoup de documentation sur Raffo qu'on a trouvé à la Bibliothèque nationale. Il y a des gens qui m'ont donné des archives et des trucs qui parlent de Raffo. On fera un jour un panneau, les écrits et de Raffo, ce qui a été écrit sur Raffo de la période. Et puis, après Raffo, il est devenu propriété de Ahmed Bey II, qui a vécu là-bas et qui était jusqu'à 1942. Voilà. Donc un palais marsois, mais un palais marsois qui est antérieur également parce que ce palais Ahmed Bey est bâti au-dessus d'une autre structure. Absolument. Le bâti Ahmed Bey, 1764, je pense, c'est la date qui est dessus, donc les travaux ont commencé avant. Ça a été construit sur les vestiges d'un palais hafside. On parle de la Abdelia Thelfa. La troisième Abdelia, il y a eu la première Abdelia, la première de Marsaville, la deuxième on dit d'Artege ou peut-être d'Artege, et la troisième Abdelia. Et nous l'avons vérifié parce que ça a commencé autour d'un noyau central. J'ai reçu la visite d'un ancien ministre qui était dans l'ACE de la culture et d'autres, mais même les spécialistes de l'INP, et ça a été construit en pisé. Le rez-de-chaussée, en partie, en pisé. Le pisé, je peux le dire en arabe, et de la paille et tout. Donc c'est des pailles épisées, compactées. Nous avons des murs d'épaisseur de 3 mètres. 2,50 m, 3 mètres, 2 mètres, ça dépend des lieux. Donc ça a été construit autour d'une forme
en voûte croisée, grande voûte croisée, que j'appelle Croix de Saint-André, et qu'on projette de faire en théâtre. Ça va devenir notre théâtre de poche. Très bien, on va y venir dans un instant. Et il y a également sur ce vaste terrain un puits d'eau douce, c'est assez exceptionnel. Absolument, nous avons découvert, on le savait, bon, on ne l'a pas découvert, on le savait. On savait qu'il y avait un puits. Bon, et on ne savait pas ce qu'il y a derrière, parce qu'il était bouché, avec du béton, fermé et tout ça. Nous avons ouvert ce puits, nous l'avons nettoyé. C'est un puits qui fait 5 mètres de diamètre, donc il est 15 mètres de profondeur, avec une nappe d'eau à peu près entre 3 et 4 mètres. Donc nous l'avons nettoyé, nous avons ramené des spécialistes pour ça, ça a été nettoyé et maintenant nous l'exploitons pour arroser notre futur jardin. Futur jardin, c'est que la fourrière actuellement qui est en concession pour le Schengel tunisien, et de Marsois plutôt, et pour arroser le jardin que nous allons planter tout plus tard. Très bien. Alors, tous les travaux que vous avez effectués depuis 2020 ont été supervisés par l'Institut national du patrimoine. Absolument. Nous avons travaillé en amont avec l'Institut national du patrimoine. Je peux dire que j'ai eu le soutien de l'Institut national du patrimoine et j'ai eu aussi le soutien des autorités locales. La mairie et les autorités locales pour sauver ce monument. Donc nous avons travaillé en amont, nous avons vu les plans ensemble, ce qu'il fallait laisser, ce qu'il fallait dégager, est-ce qu'on peut déplacer des murs ou des fenêtres et des portes. On n'a pas touché à la façade parce que c'est un monument classé, qui a été classé en 2016. Et on ne pouvait pas toucher la façade. Donc nous avons travaillé à l'intérieur, on travaillait en amont avec l'Institut, il nous a supervisé, nous a envoyé son ingénieur béton et l'architecte en chef. Et c'est comme ça que nous avons démarré, on a eu un suivi de l'Institut. Jusqu'à ce jour, ils nous soutiennent pour sauver ce monument. Tout à fait. Avez-vous bénéficié de subventions publiques? Aucune subvention, ni publique, ni de l'État, alors que le texte de l'INP, il y a un abattement fiscal de 50% sur les travaux engagés. Or, apparemment, à ma connaissance, et d'après ce qu'on m'a dit, aucun bénéficiaire n'en a profité. Donc, aucune subvention. Par contre, j'ai eu pas des subventions, mais des subventions en nature, par le privé. Il y a des privés qui m'ont donné des trucs en nature. Tout à fait, pour participer au chantier. Pour participer, pour être présent, et pour que leur nom figure aussi sur ces travaux. Nous en avons fait des vidéos et nous avons montré, je ne voudrais pas les citer, mais il y a même des architectes. Un architecte qui m'a proposé de me faire quelque chose, et rien que faudrait que son nom figure sur la liste des gens qui ont travaillé sur ce palais pour... Effectivement, c'est rare de voir un pareil chantier qui s'étale sur plusieurs années, et vous êtes parvenu tout récemment à ouvrir une partie de ce palais au public. Oui, ça n'a pas été facile, Sihat. Ça n'a pas été facile. Comme vous avez dit au début, c'est des grands travaux d'Hercule. Et avec mes moyens et mes connaissances, c'était au-dessus de mes moyens, de mes capacités. Mais quand même, j'ai foncé. Et mon frère me dit, tu es kamikaze. Donc, j'ai foncé, j'ai pris des crédits bancaires, je me suis endetté pour ce projet, j'ai vendu des biens personnels, des biens de la société, parce qu'il appartient à une société, il ne m'appartient pas personnellement, il appartient à une société, donc les biens de la société, des biens personnels pour pouvoir entamer ce projet. Même les crédits, j'ai bénéficié d'un crédit pour l'acquisition, mais pour la construction, personne ne m'a voulu m'aider. Donc c'est pour ça qu'on a vendu une partie de notre patrimoine pour pouvoir entamer ces travaux.
Alors, on dit justement qu'il ne suffit pas d'entamer et de réaliser des travaux, mais il y a aussi une maintenance au quotidien lorsqu'il s'agit de monuments historiques classés, qui plus est. Absolument, il faut l'entretenir, ce palais. Nous avons réussi à sauver 40% du palais. Hein, il y a encore 60% à faire. Et c'est sur 40% que nous avons ouvert au public pour les événements, pour la culture, pour la musique, pour les événements familiaux. Excusez-moi. Donc, il faut entretenir ça. C'est un gouffre financier. Donc il y a toujours quelque chose qui bouge. Dans un monument ancien, dans un bâtiment ancien, les murs bougent, la terre bouge, tout bouge. Donc on est à l'affût pour entretenir tout ça. Voilà. Mais il faut souligner que vous avez trouvé ce bâtiment véritablement en piteux état. Absolument, oui. Oui, j'ai des vidéos, j'ai des photos en piteux état. Il n'y avait pas de plancher au deuxième étage. Il n'y avait pas de plancher, donc pratiquement rien. Les murs dénudés de la faïence, le sol de son marbre, ni porte, ni fenêtre, ni rien du tout. Donc nous avons refait ça à l'ancienne avec des artisans tunisiens et pour en faire ce que vous avez vu maintenant circule sur les vidéos. Voilà. Et justement, aujourd'hui, c'est un petit bijou qui revit et cela doit nécessiter, bien sûr, une mobilisation, mais aussi beaucoup de goût, je dirais, et puis cette envie de recevoir, de partager. Oui, c'est un choix. Bon, on a une équipe faible, il faut dire, que nos moyens sont limités. Je peux le dire aujourd'hui parce que ça devient comme une notoriété. J'ai sauvé ce palais avec 4 ouvriers, 4 personnes à plein temps, hein, et mon frère avec moi, le responsable du chantier. Donc, on est 4. Nous avons eu 4 ouvriers parce qu'on n'avait pas les moyens de payer ces gens-là. On n'avait pas les moyens d'investir, d'acheter, tout ça. Nous n'avons pas bénéficié d'un crédit de construction ou de travaux. Donc, c'est pour ça que ce qu'on a vendu, ça c'est pour payer beaucoup plus. Ce qu'on a vendu, c'est pour payer les intérêts bancaires. Le retard des intérêts bancaires, le report des échéances. Ça a été lourd pour moi. Être promoteur culturel, être promoteur touristique aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est passionnant. J'ai vécu une expérience passionnante. Moi, je suis passionné d'habitude, comme je m'intéresse à quelque chose, je la suis à fond. Je m'instruis dessus, je me documente. Donc, c'est passionnant parce que on parle de retour sur un investissement. Bon, peut-être plus tard, mais il va y avoir certainement. Moi, je suis confiant que c'est un palais qui va donner, qui a changé déjà le noyau historique de la Marsa. Voilà, et dès qu'on y pénètre, d'ailleurs, on trouve Absolument, le noyau historique de la Marsa, et on va changer encore les alentours de ce palais. L'aménagement extérieur, l'esplanade pour cinéma d'été, pour des spectacles, pour des événements, tout ça. Le jardin qu'il occupe après, qui va l'accompagner avec il y aura plus de concessions avec la fourrière. Et puis les alentours, j'espère que le Safsaf et la place du Safsaf suivra, et j'espère qu'elle devienne un jour piétonne, à 100% piétonne, parce que circuler en voiture dans des zones piétonnes, c'est difficile. Donc, moi, je pense que ça va être the place to be. Voilà, alors commençons par le début. À l'entrée, vous avez gardé la stèle qui marque la fondation et vous avez reproduit une partie du texte de la stèle sur la porte d'entrée. Alors, il y a eu 2 stèles. Une stèle de 1764, donc c'était au début de Husseynite, je pense. Il y a eu une stèle, il y a eu une deuxième stèle qui a été faite au temps de Ahmed Bey II. Qui date de 1921. La deuxième stèle, j'ai reproduit le texte de la deuxième stèle sur la porte vitrée
qui donne sur le palais et qui dit, je peux le dire? C'est un texte de bienvenue, oui, bien sûr. Oui. C'est un texte de bienvenue. حياك الله حياك يا قصر السعادة ودمت مقرا فيك السيادة فكم بحماك حلت من ملوك على كل مكرمة إشادة بناه محمد الحفصي pour dire qu'il est حفصيت ثم علي ابن الحسين على عماده يعني على فيه على عماده وأحيا عزه ملك الهمام أمير العصر أحمد ذو المجادة معناه il a revisité Ahmed Bey il a revisité et puis il y a eu encore une dizaine de vers آخرين بتصرف من محمود الرديسي بتصرف où j'ai mis ce que j'ai voulu mettre pour la postérité. Voilà, c'est un peu comme dans les mosaïques anciennes, celui qui a commandé la mosaïque figure sur la mosaïque. Il est passé, exactement, il est passé par plusieurs époques, les Hafsides, les Hussanites, Rafou, chacun a donné, a mis son empreinte. Ahmed Bey II, Ahmed Bey Ier, Mahmoud Ardissi n'a pas laissé son empreinte sur... Voilà, et en parlant de Rafou, de Ahmed Bey, ils sont tous là, mais en portrait, et ces portraits ont été faits spécialement à partir d'originaux. Hein. Absolument, c'est des reproductions de portraits. On a reproduit Ahmed Bey Ier, le Mouchir. D'après Khayachi, je crois, non? Non, c'est Ahmed Bey II, d'après Khayachi. Ahmed Bey, c'est un Français qui a fait ça, j'ai oublié son nom, et Ahmed Bey Ier, c'est le tableau qu'on trouve au musée, ce qu'on trouve aussi au Bardo, partout. Et le deuxième portrait, c'est celui du comte Rafo. Le comte Rafo, j'ai pris une photo d'internet, le comte Rafo avec son costume que tout le monde connaît, et je l'ai mis dans un balcon du palais. Donc je l'ai mis dans son élément. Je l'ai mis sur un balcon du palais, le balcon qui donnait sur le verger qui était derrière le palais, parce qu'il y avait un verger, Senia, de 2 hectares à peu près, une orangerie exactement, où je suis né. Donc, orangerie, j'ai mis dans son élément avec une partie des murs sur le portrait, une partie du mur du palais, pour montrer qu'il est dans le palais, et un petit regard sympa sur la mairie de la Marsa, Marsa Medina, celle qui est devant l'ambassade de France. Voilà. Très bien. Alors, pour conclure, Mahmoud Ardissi, le palais est aujourd'hui déjà opérationnel, mais également en travaux. Expliquez-nous ce pas de deux. Alors, le palais, nous avons sauvé le noyau central avec les suites qui suivent, les salles qui sont tout autour. Le rez-de-chaussée, son rez-de-chaussée, l'entrée et tout ça. Et il est opérationnel. Nous avons eu l'autorisation par la protection civile et la municipalité de la Marsa pour l'exploiter pour les événements. L'idée ne nous est pas venue comme ça, c'est l'Institut national du patrimoine qui nous a demandé à le faire pour sauver le reste, parce que c'est un gouffre financier. Donc nous sommes opérationnels pour vous recevoir pour des événements culturels ou même contrat de mariage et tout ça. Voilà. Et en même temps, vous continuez le chantier. Je continue le chantier parce qu'on a isolé les deux parties. Une partie finie, donc elle est isolée toute seule. La deuxième partie, on y accède par un autre lieu et on continue les travaux pour faire la douzaine de chambres de suite. Parce qu'on ne parle pas de chambre dans un palais comme ça. On parle de suite, parce que les espaces sont généreux. Comme on ne déplace pas les murs, donc les espaces sont généreux. Donc, il y a les suites, il y a un rooftop. Nous projetons de faire un rooftop qui va être, il donne 360 sur Tunis et la Marsa à 360 degrés, Sidi Bou Saïd, Bougarmine, Carthage et tout ça. Et puis, nous avons projeté de faire un Hammam el-Bey. Il y avait un hammam derrière la mosquée qui a été rasé. On dit que c'est Hammam el-Bey, il portait un autre nom, Hammam el-Makki, je pense. Donc, moi, je l'ai appelé Hammam el-Bey pour rester dans l'esprit. Donc, il y a un hammam d'une centaine de mètres carrés. Et un théâtre de poche qui communique avec une partie culturelle. Le théâtre de poche, il est en contrebas, c'est le noyau Hafsid, c'est l'ancien l'Abdallah III, et qui communique avec une partie supérieure qui est un peu la partie culturelle, voilà. Tout à fait. Alors, pour conclure,
comment est-ce qu'on se sent après un chantier de cette envergure, et puis tout en sachant qu'on va continuer pour 2 ans à peu près? Oui, j'en ai encore pour 2 ans. Bon, comment on se sent? Il y a une autosatisfaction. Je le dis en arabe, comment j'étais, comme dit le père d'Aznavour, il faut jamais oublier d'où on vient. Le père il disait à Aznavour, n'oublie jamais mon fils d'où tu viens. Donc non, je dis que bon, là, on est opérationnel. Je sais, il y a une autosatisfaction, il y a une certaine. Les gens nous ont beaucoup encouragés. Les citoyens de la Marsa sont satisfaits, c'est l'essentiel. Et alhamdoulilah, donc je pense que ça va être quelque chose de nouveau sur la Marsa. Voilà, merci beaucoup Mahmoud Erdissi, bonne continuation dans votre projet, et effectivement, aujourd'hui, vous faites sensation sur les rues qui communiquent avec la place du Safsaf, puisque tout le monde s'arrête devant le palais. Oui, ça c'est vrai. Bon, il y a beaucoup de Tunisiens qui s'arrêtent, qui demandent à entrer pour visiter et tout ça. Bon, on n'est pas encore ouvert au public pour les visites, mais pour les événements, oui. Le jour où on ouvrira peut-être le café ou le resto ou quelque chose, une salle pour recevoir, on ouvrira au public et ce sera ouvert au public pour boire un café ou un thé ou quelque chose de rafraîchissant. Très bien. Merci beaucoup, et puis donc bonne continuation dans ce projet qui ressuscite le palais Ahmed Bey de la Marsa, un chantier de plusieurs années et un espace culturel et touristique qui vient se greffer sur le tissu déjà riche de la ville de la Marsa. Merci Mahmoud Erdissi. Merci Serhat. Merci.